Bonsoir à tous et à toutes, pardon, et bienvenue virtuellement au Chiasma. Après ces quelques petits calages techniques, figurez-vous que ce soir, en cet instant même, dans cette salle dans laquelle je suis, nous devions accueillir le spectacle Madame #3. Madame, manuel d'autodéfense à méditer, est un carnet de voyage en 6 épisodes de la metteuse en scène Hélène Soulier, qui partage avec bonheur et insolence ses questionnements sur le féminisme, le sexisme, le patriarcat et la construction de nos identités. Nous devions accueillir ici l'épisode 3. La situation est telle que vous la connaissez. Le Chiasma est fermé au public. Mais nous sommes ravis de vous accueillir ce soir pour cette masterclass qui s'est présentée à nous comme une évidence. Eliane Viennot, qui est présente par ailleurs dans le spectacle, est professeuse émérite de littérature de la Renaissance et ancienne présidente de la Société pour l'étude des femmes de l'Ancien Régime. L'accueillir ce soir, en cette journée internationale des droits des femmes, est un grand honneur. Je laisse tout de suite la parole à Sylvie Rosrouard, adjointe à la culture et à l'égalité femmes-hommes. Donc, avant de commencer cette masterclass, j'étais en train de remercier Eliane Viennot d'être présente à Castelnau ce soir. Nous sommes très fiers qu'elle ait accepté de vous faire cette masterclass. Je souhaitais rappeler le pourquoi de cette journée qui nous réunit aujourd'hui. Cette journée internationale des droits des femmes s'inscrit dans un contexte de lutte des femmes au début du XXe siècle pour acquérir des droits. Des droits déjà accordés aux hommes depuis longtemps. Le droit de vote, par exemple, de meilleures conditions de travail et l'égalité entre hommes et femmes. On pourrait croire qu'on parle d'aujourd'hui. L'idée de rendre cette journée internationale est venue d'une femme appelée Clara Zetkin. Elle a suggéré l'idée en 1910 lors d'une conférence internationale de femmes travailleuses à Copenhague. Il y avait 100 femmes de 17 pays qui ont accepté sa proposition à l'unanimité. Elle est devenue un événement international reconnu par l'ONU en 1975. Nous tenions à nous associer à cette journée de rassemblement à travers le monde avec l'histoire de la déféminisation des mots, à quel moment cela a basculé, et dans le contexte du débat actuel sur l'écriture inclusive, il nous a semblé important de retrouver le sens des mots et de comprendre les conséquences dans la société de leur adaptation. Je crois que nous allons pouvoir commencer cette masterclass, à moins qu'on ait un petit échange avec Gabriel. Je propose que nous laissions tout de suite la parole à Madame Eliane Viennot. Bonsoir Eliane. Bonsoir, vous m'entendez bien? On vous entend très bien. Bon, alors normalement, je vais appuyer sur le bouton qui devrait me permettre de partager mon écran et donc, si ça marche bien, de mettre en route la masterclass. Est-ce que vous voyez le panneau qui s'affiche? Oui, c'est parfait. Bon, alors je vais commencer peut-être aussi par vous remercier de me donner l'occasion de vous montrer, de vous parler un petit peu de mes recherches et de vous montrer que on a bien besoin de se renseigner sur ce débat qui fait fureur, mais qui est souvent manié par des personnes qui ne savent pas trop de quoi elles parlent. Donc moi, je vais commencer par évoquer le fait qu'il y a de la législation déjà présente dans l'espace français, émise par des premiers ministres. Et voilà, j'ai mis la liste des circulaires jusqu'ici qui ont été émises pour parler de la langue. Alors, ce qui pose problème dans cette liste, c'est d'abord que ce sont des circulaires. Des circulaires, on va pas dire c'est le degré zéro, mais presque c'est le degré zéro de la volonté étatique, de la volonté du pouvoir. Ça n'implique aucune sanction, donc il est clair que le débat peut pas avancer très vite, en tout cas que le chantier ne peut pas avancer très vite. La deuxième chose problématique, c'est que ces circulaires parlent toutes de féminisation. Il faudrait féminiser les noms de métiers. Elles portent toutes sur les noms de métiers d'ailleurs, à part la dernière qui est un peu plus large. Et comme s'il fallait féminiser le français, c'est-à-dire comme s'il fallait le transformer, comme s'il n'était pas capable tout seul de représenter les femmes et de parler à égalité des femmes et des hommes.
Donc moi, ce n'est pas du tout ma position, c'est pas du tout la thèse que je défends. Je défends qu'il faut reféminiser le français ou le démasculiniser. J'ai expliqué ça dans un certain nombre de livres, puisque c'est depuis 2014 que je publie sur cette question. En tout cas, que je publie des livres. Avant, j'avais fait quelques articles, mais en tout cas, que je publie des livres. Donc, en 2014, j'ai fait un petit livre qui est assez historique sur l'histoire du français. Pourquoi est-ce que nous n'avons pas une langue qui nous satisfait, en tout cas quand on est favorable à l'égalité. Après la grande polémique de 2017, j'ai réécrit un autre petit livre pour essayer de viser directement l'aspect pratique des choses. Et puis, entre les deux, je me suis entourée de linguistes pour essayer de comprendre quel est le problème avec le principal, quel était, puisque c'est terminé a priori, quel était le problème avec le principal promoteur, la principale institution promotrice de masculin et de lutte contre le féminin. Donc voilà ces livres, et ce dont je vais vous parler ce soir est issu de ces livres. Alors, je vais tenir un propos en quatre moments. Hein. La première chose que je vais essayer de montrer, c'est que la langue est équipée pour l'égalité. La deuxième, c'est que si on ne le sait pas, c'est qu'elle a été victime d'interventions masculinistes. Donc, ce sera un propos historique. Le troisième propos pratique, à nouveau. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider la langue à retrouver ses capacités d'expression égalitaire? Et je terminerai en évoquant le fait que notre langue ne court aucun péril, contrairement à ce que certains et certaines voudraient nous faire croire. Alors, la première chose, un petit propos linguistique, un petit galop d'essai, si je puis dire, linguistique, pour essayer de faire comprendre à quel point cette langue est équipée pour l'égalité, comme d'ailleurs toutes les langues romanes. Première chose à comprendre, c'est une langue à deux genres. Nous n'avons en français que du masculin et du féminin, mais alors on en a des quantités. Quantité de termes subissent la variation en genre. Si on prend deux phrases très très simples et très traditionnelles en français, la chienne est belle, elle semble toute désorientée, le chien est beau, il semble tout désorienté. Vous voyez dans deux phrases qui sont extrêmement courtes le nombre de termes qui subissent cette variation de genre. Pour faire un petit résumé et aider à comprendre la chose, nous avons les déterminants, la classe des déterminants, c'est-à-dire les articles, les démonstratifs, etc., qui subissent la variation en genre. Nous avons les substantifs, bien entendu, c'est eux qui mènent le bal. C'est parce que chienne est un mot substantif ou est un mot féminin ou chien est un mot masculin que tous les termes qui se rapportent à ces termes suivent le chef de file ou la chef de file, si on veut. Les adjectifs varient en genre, les pronoms varient en genre, les participes, passés ici, varient en genre, et on a même un adverbe en français qui varie en genre. Donc, vous voyez, c'est extrêmement massif, le phénomène de la variation en genre en français. Deuxième chose à comprendre, c'est qu'il n'y a plus de genre neutre en français. Pourquoi est-ce qu'il n'y a plus de genre? Parce qu'on ne peut pas faire de phrase à côté des deux que je viens de vous montrer. On ne peut pas faire une phrase au neutre. On peut faire des phrases au masculin, on peut faire des phrases au féminin, mais on ne peut pas faire des phrases au neutre pour la bonne raison que, en français, pratiquement tous les mots neutres ont disparu, toutes les classes de mots ont disparu, sauf les pronoms. Donc on a ceci, cela, ça, que, quoi, etc. Ça permet pas de faire des phrases. Et de toute façon, quelque part, on s'en fiche parce que le neutre, ce n'est pas fait pour les personnes, pour parler des personnes dans les langues où ça existe. Il y a parfois des exceptions, mais elles sont absolument rarissimes. Troisième chose à remarquer, c'est que pour les personnes qu'on appelle en linguistique des êtres animés, il y a toujours deux noms, évidemment, un pour la femme, un pour l'homme. Alors ces deux noms peuvent être très différents, ne pas se ressembler du tout. Par exemple, homme et femme, ça ne se ressemble pas vraiment. Là, c'est Adam et Ève, mais c'est un autre problème. Mais en général, on va dire les 2/3 des noms qui servent à désigner des êtres animés ne sont pas différents, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont un radical commun et ils ont des terminaisons différentes. Alors, par exemple, ici, on peut dire paysanne et paysan. Vous voyez, c'est le radical payse, et puis les finales en et ane. On peut dire aussi agricultrice, agriculteur, un radical commun et des finales différentes.
On a un troisième petit tiers de mots, de noms qui ne varient pas en genre. Ici, vous reconnaissez peut-être Voltaire et Madame du Châtelet. On les appelle aujourd'hui des philosophes, et le mot philosophe ne varie pas en genre. Et puis les deux autres, vous les connaissez. Ce sont des journalistes. Eh bien, le mot journaliste non plus ne varie pas en genre. Alors, ces mots qui ne varient pas en genre, on les appelle des épicènes. C'est-à-dire qu'ils ont la même forme au masculin et au féminin, mais bien entendu, tout le contexte linguistique autour varie. On va parler de une journaliste compétente et de un journaliste compétent. Alors, pour tous ces termes qui désignent des êtres animés, on dit que le genre en français est motivé. C'est-à-dire que c'est pas un hasard si on dit paysan pour l'homme et paysanne pour la femme. On utilise le masculin pour les hommes et le féminin pour les femmes. Ça a du sens. À côté de ce grand corpus des noms qui désignent des êtres animés, on a le grand corpus, l'autre grand corpus, celui qui désigne des êtres inanimés. En général, ce sont des objets, mais ça peut aussi être des réalités immatérielles, on va dire. Alors, dans ce corpus-là, les choses désignées, les êtres désignés, il n'y a qu'un mot. Il est masculin ou il est féminin. Par exemple, on dit la table en français et le tableau. Et la table n'est pas l'équivalent ou la femelle du tableau, qui n'est pas le mâle de la table. Donc, il n'y a qu'un mot pour table, il est féminin. Il n'y a qu'un mot pour tableau, il est masculin. Ça, ce sont donc des objets, et on ne sait pas très bien pourquoi table c'est féminin en français et tableau c'est masculin en français. Dans d'autres langues, ça peut être autre chose. De la même façon, des réalités immatérielles. Ici, la guerre. En français, la guerre c'est féminin. Et dans d'autres langues, ça peut être autre chose. Donc, on dit pour ces termes-là que le genre est arbitraire. C'est-à-dire que ça n'a pas de sens, le fait qu'il soit féminin ou masculin. Et il faut ajouter que nous traitons comme des êtres inanimés une grande partie des animaux, en général les animaux dont on ne voit pas la différence sexuelle. Donc nous disons la mouche. Pourquoi là, on ne sait pas. Pourquoi est-ce que c'est féminin, mouche, on ne sait pas, mais c'est féminin. Et nous disons le dauphin, pas plus de raison, mais c'est masculin. En revanche, nous traitons comme nous-mêmes, comme les êtres animés, un certain nombre d'animaux dont nous voyons la différence des sexes. Donc, il y a la chienne et le chien, et il y a le cerf et la biche, donc exactement comme les êtres animés. Cinquième principe, parler des femmes au féminin et des hommes au masculin, c'est le fonctionnement structurel de toutes les langues romanes, je le disais, c'est pourquoi on parle de genre motivé, et il n'y a quasiment, vous le voyez par exemple, je reprends deux petits exemples, cette chanteuse est épatante, ce chanteur est épatant. Si on ne veut pas faire dérailler le français, on ne peut pas dire ce chanteuse est épatant. Voilà, on est obligé de fonctionner avec le genre masculin pour l'une et le genre masculin pour l'autre. Et il n'y a quasiment pas d'exception, contrairement à ce que disent certaines personnes. Alors, je vais regarder quand même les quelques exceptions qu'on a. La première, c'est que ce n'est pas une exception, c'est ce qu'on appelle des métaphores ou des images. Par exemple, si j'ai mis l'image de la gourde, je peux dire qu'un homme est une gourde et je peux dire qu'une femme est une gourde. Je ne vais pas faire varier le genre du mot gourde sous prétexte que je l'applique à une femme ou à un homme. Donc, c'est forcément la gourde. Et on a comme ça un tout petit nombre de termes qui ne varient pas en genre, c'est le génie, c'est le mentor, c'est la recrue, la sentinelle, etc. Pourquoi? Parce que ce sont d'anciennes métaphores, ce sont d'anciennes images. Même si on ne sait pas, on ne sait plus, on a perdu l'idée que c'était des images, en réalité, c'en était. Alors, les vraies exceptions, elles sont extrêmement rares. Par exemple, le mot nourrice en français n'a pas de masculin. Pourquoi? Parce que nourrice, ça voulait dire qui nourrit au sein. Et que jusqu'à présent, et en tout cas au moment où ce mot s'est créé, il n'y avait pas d'homme qui nourrissait au sein. Et de la même façon, il n'y a pas de féminin en français pour les mots eunuque, parce que eunuque, c'est cristallisé dans le sens du mot homme à qui on a coupé, garçon à qui on a coupé les testicules ou la verge ou les deux. Donc l'idée
l'idée que les noms de fonction en français devraient être masculins, c'est une idée qui n'est pas juste, qu'ils soient neutres non plus, puisqu'il n'y a pas de nom neutre. C'est une erreur. Et pendant que j'y suis, je vous rappelle que dans ce métier-là, la femme, c'est celle qui accouche, et là où le sage, c'est la personne qui sait faire dans un événement aussi délicat qu'un accouchement. Donc aucune difficulté à ce qu'on appelle les hommes qui maintenant exercent cette fonction le sage-femme. Pour terminer, masculiniser donc n'est pas neutraliser, contrairement à ce que croient certaines personnes, c'est simplement reconnaître une plus grande valeur au masculin. Et quand notre ancien Premier ministre nous a pondu une circulaire qui dit dans les textes réglementaires, le masculin est une forme neutre qu'il convient d'utiliser pour les termes susceptibles de s'appliquer aussi bien aux femmes qu'aux hommes, eh bien, je ne sais pas qui lui a soufflé cette phrase, mais c'est une sottise, parce qu'il n'y a pas de forme neutre, ça n'existe pas les formes neutres puisqu'il n'y a plus de genre neutre, et il n'y a pas de terme susceptible de s'appliquer aussi bien aux femmes qu'aux hommes, à part les épicènes qu'on a vu tout à l'heure, mais certainement pas les masculins. Les mots masculins sont faits pour désigner des hommes. Alors, pourquoi est-ce que cette langue cette langue égalitaire n'est pas celle que nous parlons ou que nous écrivons aujourd'hui? Eh bien, c'est une affaire de société. Ce n'est pas une affaire de langue, c'est une affaire de société. Alors, j'ai mis ici, je vais vous montrer pour qu'on se situe un petit peu dans cette histoire. Il y a eu en français, dans la langue française, 2 grands moments de masculinisation de la langue. Le premier, c'est la fin du Moyen-Âge, 13e, 14e siècle. C'est une période où on a créé les universités, les hommes seulement ont pu aller dans des universités et les hommes ont fait un petit peu, ils ont modifié ces hommes-là, les lettrés, ont modifié un peu la langue comme on fait une chaussure à son pied. Il n'y a pas eu beaucoup de protestations à cette époque parce qu'il n'y a qu'eux qui sont lettrés et il n'y a pas de société civile qui est capable de les critiquer. En revanche, le deuxième moment de masculinisation, c'est le moment qui commence au XVIIe siècle, notamment avec la création de l'Académie française en 1635, et ce temps de masculinisation de la langue a duré jusqu'au milieu du XXe siècle. À côté de ça, entre les deux en tout cas, et on a un temps où la masculinisation de la langue a régressé, et c'est le moment de la Renaissance. Pourquoi? Parce que pendant 100 à 120 ans, 130 ans dans la zone francophone, il y a eu des femmes au pouvoir. Et donc les lettrés ont dû travailler pour les femmes au pouvoir. Et ils ont fait régresser encore une fois la masculinisation de la langue. On en verra quelques exemples. Et puis le deuxième temps, le deuxième grand temps de démasculinisation de la langue ou de reféminisation de la langue, c'est celui dans lequel nous nous situons aujourd'hui. Il a commencé dans les années 70. Ici, la photo est un peu plus tardive, mais ça a commencé dans les années 70 et c'est dans cette phase que nous nous situons. Alors, quels sont les domaines qui ont été bien masculinisés? Je vais les regarder assez rapidement en les passant les uns après les autres. Le premier domaine, c'est la suppression des noms féminins. Et il faut savoir, ou plus exactement, 2 noms féminins, car il y en a une poignée de ces noms qui ont été condamnés. La première chose qu'il faut savoir, c'est que cette condamnation, cette idée de condamner des noms féminins n'intervient jamais avant les années 1630. Jusque dans les années 1630, les femmes portent toujours des noms féminins, que ce soit des métiers, des dignités, des fonctions, etc. Toutes les femmes sont nommées au féminin. Une preuve de cette comment dirais-je, du fait qu'on ne touche pas cet ensemble de mots, de termes avant les années 1630, voici une conversation, à l'écrit bien entendu, entre les 2 des premiers académiciens. Jean Chapelain écrit « En une femme, il me semble qu'il n'y a rien de si dégoûtant que de s'ériger en écrivaine et entretenir pour cela seulement commerce avec les beaux esprits. Tout ce que vous dites sur ce sujet-là et sur les femmes autrices est admirable. »
Donc vous voyez qu'en 1639 encore, la guerre contre les féminins n'a pas encore commencé, et le mot écrivaine est là, le mot autrice est là, c'est normal, ils sont là depuis plusieurs siècles, et donc ils font partie du vocabulaire des gens les plus lettrés. En revanche, vous sentez bien que ce qui gêne ces messieurs, ce n'est pas encore le terme, mais c'est les femmes, c'est la chose, autrement dit. Ce sont ces femmes qui commencent à faire des carrières dans les lettres, alors même qu'ils n'en veulent pas, alors même qu'elles ne peuvent pas aller à l'université, elles ne peuvent pas aller dans l'équivalent des lycées, etc. On les empêche d'être des écrivaines, et pourtant, elles le font. Alors, en 1639, il y en a encore pas beaucoup qui font carrière dans les lettres, mais ça commence. Et dans les décennies suivantes, eh bien, des femmes de lettres très célèbres, il y en a de plus en plus, et le phénomène ne va pas s'arrêter. Donc, on ne se contente plus, ces messieurs ne se contentent plus de condamner les dames, mais ils condamnent aussi les mots. Et voici par exemple une espèce de fatwa, on pourrait dire, prononcé contre ces mots. Il faut dire, cette femme est poète, est philosophe, est médecin, est auteur, est peintre, et non poétesse, philosophesse, médecine, autrice, peintresse, etc. Donc là, on est 50 ans après la citation qu'on a vue avant. La deuxième chose qu'on peut dire, c'est que la condamnation de ces noms est la conséquence de l'arrivée des femmes sur les terrains de la parole publique, de la pensée, de la création. Et ces femmes donc vont s'installer sur ces terrains, et on retrouve 2 siècles plus tard quelqu'un comme Becherel qui répète la même interdiction. Quoi qu'il y ait un grand nombre de femmes qui professent, qui gravent, qui composent, qui traduisent, etc., on ne dit pas professeuse, graveuse, compositrice, traductrice, etc., mais bien professeur, graveur, compositeur, traducteur, par la raison que ces mots n'ont été inventés que pour les hommes qui exercent ces professions. Et pour bien souligner les choses en rouge, il a mis ça dans un chapitre qu'il a écrit, qu'il a intitulé « Noms qui expriment des états, des qualités qu'on regarde en général comme ne convenant qu'à des hommes ». Alors ça, c'est formidable parce que pour une fois, les grammairiens un grammairien dit pourquoi ces noms sont condamnés. Ces noms correspondent à des métiers qui devraient être monopolisés par les hommes. On n'arrive pas à les monopoliser. Des femmes font ces métiers, mais au moins qu'on les empêche de porter les noms qui conviennent. Donc, il y a dès cette époque, depuis très longtemps, depuis le XVIIe siècle, des gens qui protestent. Ici, par exemple, un compositeur qui écrit « Vous leur permettez, messieurs les académiciens, d'être bonnes lectrices. Vous trouvez également bon qu'elles soient habiles accompagnatrices. Et si pour bien des choses vous entriez en lice avec elles, vous convenez que dans le nom, vous pourriez rencontrer de dangereuses compétitrices. Pourquoi donc ne leur laissez-vous pas la liberté d'être compositrices? Et de quel droit vous étonneriez-vous qu'elles fussent autrices excellentes, de même que plusieurs sont actrices sublimes. Et donc c'est un compositeur qui réagit à la lecture d'articles qui s'appelaient des femmes compositeurs. Pourquoi dire des femmes compositeurs quand on a le mot compositrice? Donc ce monsieur a tout compris, et vous voyez qu'il accuse les académiciens qui sont effectivement les responsables de ces condamnations. Alors, après l'arrivée des femmes sur les terrains de la parole publique, de la pensée, de la création, on a, à la fin du XIXe siècle, l'arrivée des femmes sur le terrain du savoir académique, puisque, enfin, dans les dernières décennies du XIXe siècle, elles arrivent à entrer dans des universités et à passer des diplômes. Eh bien, les premiers diplômes qui ont pu être atteints par les femmes, et les premiers métiers qui dépendaient de la possession de ces diplômes, eh bien, sont popularisés par les masculinistes au masculin. Voici par exemple, donc maintenant que vous pouvez avoir des diplômes en droit, eh bien vous serez par exemple avocat et non pas avocate. Enfin, dernière phase de masculinisation du vocabulaire féminin, c'est l'arrivée des femmes sur le terrain de la haute administration et de la politique. Ça se passe au milieu du XXe siècle. Alors, eh bien, ces dames qui arrivent là, qui sont toujours pas mieux attendues que les autres sur ces terrains masculinisés, qui sont des monopoles masculins, eh bien, elles vont être nommées au masculin. Voici par exemple l'une des premières femmes qui a
a fait une carrière politique remarquable, hein, Marie-Madeleine Dienesch, bien à la fin des années 70, dans les documents de l'Assemblée nationale, elle est toujours nommée ambassadeur, ancien ministre, conseiller général, député des deux assemblées. Vous voyez que même député ne peut pas porter de E, ce n'est pas possible dans le domaine politique. Et de la même façon, Alice Saunier-Seïté, la première femme qui ait été rectrice, eh bien, est encore nommée à la fin des années 80 comme recteur, ancien recteur. Deuxième domaine de masculinisation de la langue, c'est la suppression de pronoms féminins. Alors, on en a un qui a commencé à disparaître, ou qui a disparu en fait en 2 siècles, hein, toujours c'est 13e, 14e siècle, le pronom li, qui correspondait au pronom lui. Par exemple, je vous présente ici Saint François et son amie Sainte Claire. Eh bien, on pouvait dire à propos de Saint François, je lui donne un conseil, et on disait à propos de Sainte Claire, je lui donne un conseil. Alors, ce li, vous le savez, a disparu, et maintenant, on utilise un pronom lui pour parler des femmes. Deuxième pronom qui a disparu, ou plus exactement qui a failli disparaître, le pronom elle pour désigner un groupe de femmes au pluriel. Alors voici par exemple un poème que tout le monde connaît, hein, la Ballade des dames du temps jadis de François Villon. Il ne parle que de femmes. La reine blanche comme lys qui chantait à voix de sirène, Berthe au grand pied, Béatrice, Alix, Arambourgis qui tint le Maine, et Jeanne, la bonne Lorraine, qu'Anglais brûlèrent à Rouen. Où sont-ils, vierges souveraines? Donc c'est comme ça que s'exprimaient les clercs à l'époque, et voilà une manifestation du recul de cette masculinisation de la langue pendant la Renaissance. Les femmes ont dit non, 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 c'est pas il, c'est elle, et ce elle au pluriel s'est installé définitivement cette fois-ci, en tout cas je l'espère, dans la langue française. Au début du XVIIe siècle, un autre pronom est combattu, c'est le pronom attribut la. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que les hommes disaient, par exemple, je suis veuf et je le resterai, et les dames disaient, je suis veuve et je la resterai. Et c'est tout à fait logique, puisque ces pronoms remplacent des adjectifs ou des noms, peu importe, c'est les deux, qui varient en genre, hein, veuf, veuve. Donc, bien entendu, le pronom qui reprend ce mot, eh bien, varie en genre. Alors, ça a été combattu. Par exemple, ici, Vaugelas, un académicien, dit « c'est une faute que font presque toutes les femmes, et de Paris et de la cour ». Par exemple, je dis à une femme « quand je suis malade, j'aime avoir compagnie, j'aime voir du monde ». Elle me répond « et moi, quand je la suis, je suis bien aise de ne voir personne ». Je dis que c'est une faute de dire « quand je la suis » et qu'il faut dire « quand je le suis ». Alors, voilà, l'Académie dit cela, mais ça ne plaît pas forcément aux femmes. Et voici par exemple ce qu'en dit Madame de Sévigné, puisque sa protestation nous est rapportée par un de ses amis. Madame de Sévigné, s'informant de ma santé, je lui dis « Madame, je suis enrhumée ». « Je la suis aussi », me dit-elle. « Il me semble, Madame, que selon les règles de notre langue, il faudrait dire « je le suis ». Vous direz comme il vous plaira, ajouta-t-elle, mais pour moi, je croirais avoir de la barbe si je disais autrement. C'est-à-dire que les femmes comprennent parfaitement qu'on essaye de les faire parler d'elles au masculin et elles ne sont pas d'accord. Troisième domaine où les lettrés masculinistes ont agi, c'est la condamnation des anciens accords. Alors, de quoi parle-t-on? Par exemple, ici, je vous ai représenté un livre qui date de 1571, c'est du français un peu ancien, mais que nous pouvons lire encore ensemble, Le Parnasse des poètes français modernes, contenant leurs plus riches et graves sentences, discours, descriptions et doctes enseignements, recueillis, IES, par feu Gilles Corrozet, parisien. Alors, ce n'est pas une erreur. Gilles Corrozet, qui est mort, et son fils qui publie le texte font partie du milieu le plus lettré qui existe à l'époque. Ce sont des imprimeurs. Qu'a voulu faire Gilles Corrozet? Eh bien, il a voulu signaler que dans la liste des noms qui précèdent, ce qui est pour lui le plus important, c'est les plus riches et graves sentences. Voilà, c'est les sentences, c'est ce qu'il a mis en premier, c'est ce qu'il a qualifié de 2 adjectifs. Eh bien, il nous signale avec cet accord que c'est ça qui est le plus important pour nous et pour lui. Et bien entendu, c'est un renseignement qu'on perd avec la règle du masculin qui l'emporte, qu'on nous enseigne aujourd'hui, qui voudrait qu'on écrive recueilli IS.
Le deuxième type d'accord qui existe à l'époque, qui est tout à fait traditionnel dans la France et dans les autres langues romanes d'ailleurs, vous le voyez ici. Tous les noms de dignité et d'office appartenant à l'homme sont masculins. Alors, quelque chose qui est bizarre pour nous, il y a un S à appartenant, car les participes présents à l'époque variaient en genre et en nombre. Alors on peut se dire, mais alors avec quoi est accordé ce appartenant? Et on a un peu le choix avant et on pense peut-être que c'est avec le nom, les noms appartenants. Mais pas du tout, car on voit dans la suite du texte que les noms d'office et conditions appartenantes aux femmes. Donc voici ici ce qu'on appelle un accord de proximité, c'est-à-dire que dans le premier cas, appartenant s'accorde avec le dernier mot qui est tombé, juste avant lui, c'est office, c'est un mot masculin pluriel, donc appartenant s'accorde au masculin pluriel. Et dans le deuxième cas, le mot qui est tombé juste avant, c'est condition, condition c'est féminin pluriel, donc appartenante, féminin pluriel. Alors l'accord de proximité est un accord, c'est l'accord le plus logique, on va dire, le plus facile, celui qui vient le plus vite à l'esprit, il n'y a pas besoin de réfléchir, on accorde avec le mot le plus proche. Alors ces accords ont été condamnés au milieu du XVIIe siècle. Voici par exemple ce qu'écrit Scipion Duplex. Parce que le genre masculin est le plus noble, il prévaut seul contre deux ou plusieurs féminins, quoi qu'ils soient plus proches de leur adjectif. Donc on a ici une description exacte de l'accord de proximité, même s'il y a plusieurs noms féminins, même s'ils sont plus proches de l'adjectif, eh bien s'il y a un seul mot masculin, ça doit s'accorder au masculin parce que le genre masculin est le plus noble. J'espère que vous sentez à quel point c'est scientifique comme argument. Non, c'est social. Alors, quand les gens qui entendaient ça ont dû commencer à faire le nez et à leur demander qu'est-ce que ça voulait dire qu'un genre soit plus noble que l'autre, etc. Alors, de temps en temps, on a heureusement, là encore, des grammairiens qui s'expliquent. Voici par exemple Bosé qui écrit un siècle après, hein, le genre masculin est réputé plus noble que le féminin à cause de la supériorité du mâle sur la femelle. Donc, on voit toujours que ça n'a pas grand-chose à voir avec la linguistique. Alors, des protestations, il y en a eu. Par exemple, pendant la Révolution, des femmes écrivent à l'Assemblée nationale pour demander un décret abolissant le privilège masculin, et donc elles font un décret en 10 articles, et l'article 3 est rédigé comme ceci: le genre masculin ne sera plus regardé, même dans la grammaire, comme le genre le plus noble, attendu que tous les genres, tous les sexes et tous les êtres doivent être et sont également nobles. Vous voyez le degré de réflexion sur la langue, hein, en 1789. Alors, elles n'ont pas gagné, comme vous le savez, et ce que nous apprenons à l'école, hein, c'est que le masculin l'emporte sur le féminin. Voici une petite vignette chargée d'expliquer ça aux petits-enfants, encore dans un manuel de 1951, et c'est une vignette qui est très très bien faite, elle est très, très intelligemment pensée, car vous voyez que du côté du garçon, il y a le chien, et effectivement, le chien vaut plus que toutes les filles ensemble. Et on nous apprend aujourd'hui à écrire à l'école, hein, le chien et les filles ont été retrouvés sains et saufs. Et si c'est pas un chien mais un limaçon, c'est pareil. Et s'il y a 2000 filles, c'est pareil. L'autre accord, l'accord de sens, l'accord de logique, l'accord de choix, il n'a pas été condamné, mais il a été mis dans une petite boîte bien précieuse, celle des figures de style. On l'appelle une sileps. Alors, que veut dire sileps? On regarde dans le dictionnaire Larousse, par exemple, des années 60, et on nous dit sileps, c'est en stylistique, c'est un accord des mots en genre et en nombre, non pas selon la grammaire, mais selon le sens. Et puis, il y a un exemple bien intéressant: bien rosser et garder rancune est aussi par trop féminin. Alors, bien, c'est très fréquent que dans les dictionnaires et les grammaires, il y ait des exemples, des messages sexistes qui nous sont donnés, hein. Alors voici, donc on comprend bien, les enfants, les élèves sont censés apprendre ce que c'est qu'une sileps, mais le message subliminal qu'il leur est donné, c'est que c'est bon pour les grands auteurs, hein, c'est de la stylistique, ce n'est pas bon pour le commun et la commune des mortels. Quatrième domaine où les masculinistes sont entrés en action, si je puis dire, c'est la neutralisation du masculin, c'est-à-dire l'idée qu'il faudrait faire
qu'on ferait passer, on pourrait faire passer du masculin pour du neutre. Alors, la chose est très ancienne, hein. On repère dès le XIIe siècle que il commence à concurrencer les pronoms elle, ça, ce, puisque elle c'était le pronom personnel neutre qui a disparu lui aussi, dans les formes dites impersonnelles. Qu'est-ce que c'est que les formes impersonnelles? Eh bien, c'est par exemple toutes les expressions météorologiques, il pleut, il vente, il gèle, etc. On n'utilisait pas des il dans l'ancienne langue, hein, mais petit à petit, on a mis un il là. Et puis, les formes impersonnelles, c'est aussi les expressions comme il faut que, il est important de, etc., etc. Bon, vous savez encore que quand on ne se fait pas très attention, hein, quand on n'est pas sur l'estrade, on ne dit pas il faut que, mais faut partir, faut, etc. C'est comme ça qu'on parlait autrefois. Ce il n'est pas nécessaire, mais on l'a collé devant ces formes impersonnelles. Au XVIIe siècle, on voit un autre phénomène qui est que des formes variables sont bloquées sur le masculin singulier et au lieu d'être décrites comme des formes au masculin singulier, elles sont décrites comme invariables. Vous avez vu tout à l'heure un participe présent. Je vous en donne un autre exemple un peu plus tardif au moment juste un peu avant la Révolution. C'est un homme de loi qui écrit un testament et on dit de cette dame qu'elle est receveuse, qu'elle est veuve de maître Jacques Boquet, qui lui-même est procureur fiscal receveur de la terre et seigneurie de Vignely, y demeurante et étante en bonne santé. Donc ces termes ont été, cette variation en genre a été condamnée et on a dit aux gens que les participes présents et d'autres termes d'ailleurs devaient être invariables. Au XXe siècle, on a la théorisation du masculin dit générique. Alors, bien entendu, à partir de la Troisième République, on hésite à parler de noblesse du genre masculin, mais on nous refile la même chose avec un autre mot, générique, qui a été théorisé dans les années 50, le milieu du XXe siècle. Alors, voici par exemple un grand linguiste hein, que vous reconnaissez peut-être, Alain Perfit, qui nous dit en juin 84, « Faut-il dire françaises et français, citoyennes et citoyens, téléspectatrices et téléspectateurs, c'est oublier qu'en français, le masculin joue le même rôle que le neutre dans d'autres langues. Français, citoyens, téléspectateurs désignent indifféremment les deux sexes. » Alors on lui met tout de suite un 0 sur 20, hein, surtout quand on est prof, comme moi, parce que bien évidemment, française ne signifie pas français, citoyenne ne signifie pas citoyen, si seulement citoyenne signifiait citoyen, ou plus exactement, si seulement citoyen avait signifié citoyenne, alors les femmes auraient eu le droit de vote en 1789. Hein. Et puis la suite du propos n'est pas plus exacte, puisqu'on nous dit que le masculin joue le même rôle que le neutre dans d'autres langues. C'est tout à fait faux, le neutre joue un certain rôle, le masculin joue un autre rôle. Donc c'est faux. Et évidemment, on souhaite à son successeur qui nous raconte les mêmes sottises dans des circulaires beaucoup plus récentes, d'avoir le même succès que Alain Perfit, c'est-à-dire de terminer à l'Académie française. Cinquième et dernier domaine de masculinisation de la langue dont je parlerai ce soir, il y en a d'autres mais ils sont plus mineurs on va dire, c'est la montée en puissance du terme l'homme. Alors première chose à remarquer, c'est qu'au Moyen-Âge, on ne sait pas très bien quand, les mâles ont colonisé le mot issu de homo, le mot latin issu de homo. Dans la langue latine, homo signifiait humain et à côté du mot homo, il y avait deux termes qui désignaient les mâles et les femelles, c'est-à-dire le vir, qui voulait dire homme, et mulier, qui voulait dire femme. Alors, on ne sait pas trop quand ça s'est passé, certainement 12e, 13e siècle à nouveau, mais on sait qu'à la fin du 13e siècle, c'est terminé, cette évolution est terminée. Voici par exemple ce que nous dit un grand lettré qui qui fait une traduction de l'éthique d'Aristote. Dans son introduction, il nous explique « Homo signifie homme et femme », et nul mot français ne signifie équipaulement, c'est-à-dire n'est équivalent. Et pour cette proposition est vraie, mulier est homo, et cette est fausse, femme est homme. Autrement dit, en latin, on pouvait dire mulier est homo, la femme est un être humain, mais en français, on ne peut pas dire la femme est un homme. Alors, il se trouve que cet usage est absolument répandu de partout, mais qu'à la fin du XVIIe siècle, l'Académie a décidé de définir le mot homme
comme signifiant les deux sexes. Voici le début de l'entrée homme dans le premier dictionnaire de l'Académie. Animal raisonnable, en ce sens, il comprend toute l'espèce humaine et se dit de tous les deux sexes. Alors, c'est une définition qui a beaucoup surpris parce que, évidemment, c'était pas du tout l'usage. On n'entendait jamais le mot femme dans le mot homme et les juristes n'étaient évidemment pas d'accord puisqu'ils faisaient du droit pour les hommes qui était différent du droit pour les femmes. Et d'ailleurs, à la Révolution, lorsque tous ces juristes, parce qu'il n'y a qu'eux qui sont élus quasiment à l'Assemblée nationale, ont écrit la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, eh bien, ils l'ont écrite pour les hommes et pas pour les femmes. Et s'il y avait encore des gens qui en doutent, je cite l'article 6 de cette déclaration. La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont le droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes les dignités, places et emplois publics selon leurs capacités et sans autre distinction que celle de leur vertu et de leur talent. Alors les nouveaux droits qui sont décrits ici sont des droits qui sont faits pour les hommes. Le droit de concourir personnellement ou par ses représentants à la formation de la loi, ça veut dire le droit d'être élu ou le droit d'élire des représentants. Ces droits, encore une fois, ont dû attendre les femmes ont dû attendre encore un siècle et demi pour se les voir octroyer. De la même façon, tous les emplois sont admissibles, toutes les dignités, les places et les emplois publics selon les capacités, oui, pour les hommes. Mais pour les femmes, pas du tout, ça a même dû attendre le milieu du XXe siècle. Alors, je fais remarquer ici que non seulement les hommes se sont accaparés le mot homo, le mot issu de homo, mais ils se croient les représentants de la volonté générale. Les femmes sont éliminées de la volonté générale, de même que un peu plus tard, 50 ou 60 ans plus tard, elles vont être éliminées de la notion d'universel avec le suffrage dit universel qui sera bon pour les hommes seulement. Donc ici encore des protestations, et notamment la plus connue, il y en a eu beaucoup d'autres, mais la plus connue c'est celle d'Olympe de Gouges, qui a envoyé à l'Assemblée nationale, pour figurer à côté de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, une déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, avec le succès que vous connaissez. Donc, on arrive en 1945, moment où les femmes se voient enfin reconnaître la citoyenneté grâce au Conseil national de la résistance. Alors, est-ce que à ce moment-là, le mot homme se met à signifier femme ? Eh bien, pas du tout. Voici par exemple ce que dit la Constitution de la 4e République en 46, préambule. Le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion, ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. Alors j'ai barré à nouveau, car en réalité c'est un mensonge. En réalité c'est la première fois que l'expression tout être humain, ou qu'il n'est même question d'être humain dans une constitution, mais vous voyez là qu'on connaît l'expression humain. En 1946, les juristes connaissent l'expression humain. Et le texte se poursuit en disant ce que c'est que des êtres humains, ce que c'est que les droits des êtres humains. La première chose, c'est les droits de l'homme. Il réaffirme, le peuple français, solennellement les droits et libertés de l'homme et du citoyen consacrés dans la Déclaration des droits de 1789 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Et à côté de ces droits de l'homme et du citoyen, on ajoute, il proclame en outre, comme particulièrement nécessaire à notre temps, les principes politiques, économiques et sociaux ci-après. La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l'homme. Donc vous voyez qu'en 46, l'homme ne veut toujours pas dire la femme. Alors, pourquoi est-ce qu'on a hérité de l'idée que peut-être ça voudrait le dire ? Eh bien, c'est parce qu'en 48, c'est-à-dire vraiment 2 ou 3 ans ou 4 ans après, la France a bifurqué comment dirais-je, de la direction où sont allées toutes les nations lorsqu'il y a eu la Déclaration universelle des droits humains. Vous voyez ici Eleanor Roosevelt qui montre la fin de la grande délibération de l'année 1948. Le terme droits humains a été refusé par la France, qui a continué d'utiliser l'expression droits de l'homme, alors que les droits de l'homme jusque-là n'avaient concerné que les hommes. Et que maintenant, il s'agissait de concerner les femmes et les hommes. Et non seulement elle a raté cette occasion en 48, mais depuis, elle n'a fait que, elle, la France,
les dignitaires français, les personnes qui décident en France, ont décidé de consolider leur erreur ou leur imposture, si comme on préfère. Alors, par exemple, en installant à Strasbourg la Cour européenne des droits humains, eh bien, on a décidé de l'appeler la Cour européenne des droits de l'homme en faisant une faute de traduction évidente. Et puis, on a installé en France quantité de maisons des sciences de l'homme, alors que l'expression sciences humaines existe depuis fort longtemps. Et puis, en 2015 encore, eh bien, on a le musée de l'homme a raté une très belle occasion de faire sa mutation et de passer dans la modernité en s'appelant le musée de l'humanité ou le musée des humains ou toute autre formule autre que l'homme. Dernière chose, la majuscule. Ah, la majuscule. Il paraît que ça fait toute la différence entre le mot homme, la minuscule, qui voudrait dire les mâles, et puis celui-là avec sa majuscule qui voudrait dire tout le monde. Ben, il se trouve que c'est une imposture extrêmement récente. Si on regarde le dictionnaire encyclopédique de Larousse dans les années 60, eh bien, on voit des définitions comme homme où il n'y a aucune majuscule, et on voit également les droits de l'homme où il n'y a aucune majuscule. Donc c'est récent, c'est tout à fait faux, mais c'est tout à fait récent cette idée que il y aurait un deuxième sens, un autre sens beaucoup plus générique avec une majuscule. Alors maintenant j'en arrive à ma troisième et presque dernière partie, qui retrouve peu à peu ses capacités d'expression égalitaire. Bien entendu, si la langue retrouve ses capacités d'expression égalitaire, c'est parce que la société a changé. C'est parce que les femmes ont obtenu la citoyenneté, c'est parce que les femmes ont commencé à entrer dans toutes les fonctions, et donc nous retrouvons naturellement notre langue, les usages de notre langue en les appelant au féminin. Mais il y a quand même beaucoup d'opposition, et donc il a fallu des luttes pour que la langue reprenne ses droits. Les premières luttes, évidemment, les années 70, c'est les mouvements féministes, hein, en France comme ailleurs d'ailleurs, puisque ces phénomènes se retrouvent dans tous les grands pays occidentaux. Donc, des militantes, des gens ont dit ça ne va pas, il faut changer nos manières de nous exprimer. Il y a aussi des écrivaines qui sont entrées en lice, si je puis dire. Vous reconnaissez Benoît de Groot et Marie Dariussec qui militent ou qui militaient pour l'usage des féminins, pour le recul de la masculinisation de la langue. Vous avez aussi des femmes politiques qui ont mené bagarre de manière tout à fait sérieuse, hein, à la fin des années 90, au moins pour qu'on les appelle la ministre et pas le ministre. Et puis vous avez des linguistes qui nous aident à comprendre ce qui se passe et pourquoi nous n'arrivons pas à faire fonctionner tranquillement, naturellement notre langue. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? La première chose qu'on peut faire, c'est continuer cette bagarre qui est déjà bien avancée, nommer les femmes au féminin. Pour ça, je reprends un morceau de la traduction, de la citation de Becherel de tout à l'heure. On ne dit pas professeuse, graveuse, compositrice, traductrice. Alors, vous voyez que dans ces 4 mots qui sont condamnés, 3 de ces 4 mots sont de nos jours complètement normaux pour nous. Nous n'aurions pas idée d'appeler une femme qui fait de la gravure autrement qu'une graveuse, autrement qu'une compositrice ou qu'une traductrice. Il n'y a plus que le mot professeuse qui tarde à se réinstaller dans nos usages. Alors en réalité, quand on fait la liste des mots qui tardent à se réinstaller dans nos usages, on voit qu'ils sont toujours extrêmement liés aux questions de pouvoir, notamment dans le domaine de la création, du savoir, voilà, le fait de professer, hein, le fait de dominer peut-être avec des capacités soit créatrices, soit du savoir appris. Dans cette liste, tous ces mots sont très très bien formés, ils ont tous été utilisés à un moment ou à un autre de notre histoire, et j'insiste sur le mot maîtresse, que tout le monde accepte lorsqu'il s'agit de maîtresse d'école, mais que bien peu de gens encore acceptent lorsqu'on parle de maîtresse de conférence, et qui fait s'évanouir dans les couloirs certaines personnes quand on parle de maîtresse des requêtes. Or, c'est le même mot,
et il n'y a aucune raison de dire autre chose que celui-là. Simplement, on monte dans la hiérarchie sociale et on arrive, on se situe, hein, pas avec la maîtresse d'école, mais avec les maîtresses des requêtes ou la maîtresse de conférence, on se situe dans les domaines monopolisés pendant des siècles par les hommes. Deuxième domaine où ça tarde aussi, mais ça va arriver, mais ça tarde et ça demande un petit peu d'huile de coude, c'est dans le domaine du leadership, le domaine du commandement. Même chose, hein, les mots que j'ai écrits ici sont tout à fait normaux, tout à fait bien formés, tout à fait utilisés, ont été utilisés pendant des siècles, mais il paraît que c'est encore difficile. Dans le sport, puisque c'est un monopole masculin également très long, hein, même si ça commence à aller mieux, les dignités. Voici par exemple les principaux titres de la Légion d'honneur, mots très bien formés, aucune raison de les utiliser au masculin. Et puis les grandes fonctions dans le domaine de la haute fonction publique ou de la politique, d'où devrions parler des contrôleuses, de la défenseuse des droits en ce moment, des procureuses, des rapporteuses de la loi, etc. C'est ça le français, c'est ça la logique de notre langue, et il va falloir encore batailler un petit peu pour ça. Donc, nommer les femmes au féminin. Heureusement, toutes les femmes n'ont pas peur de leur ombre et on a beaucoup d'exemples de certaines qui se lancent et qui ont décidé de ne pas attendre l'autorisation de l'académie, des entrepreneuses, des chefs d'orchestre, des autrices qui ont quand même imposé ça aux maisons d'édition, c'était pas simple. Aujourd'hui, en ce moment, des luttes très importantes autour du terme doctoresse, non pas pour les femmes qui font de la médecine, mais pour toutes les femmes qui sont titulaires d'un doctorat. Et enfin, quand même, nous sommes le travail, je dirais, où la lutte est facilitée un petit peu depuis un an et demi, que 2 ans maintenant, que l'Académie a décidé de sortir le drapeau blanc et a renoncé à faire la guerre à ces mots féminins. Deuxième domaine où on peut agir, renouer avec les anciens accords. Alors ça se fait tous les jours, des gens se lancent tous les jours. Des profs sont entrés en lutte contre la règle du masculin qui l'emporte sur le féminin, qui fait des ravages dans les écoles, parce que tout le monde, tous les enfants comprennent que ce n'est pas seulement une règle de grammaire, mais que ça veut dire que les hommes sont plus importants que les femmes. Donc il y a la société civile qui s'est emparée de cette lutte. Il y a des pétitions, il y a aujourd'hui des luttes, y compris à l'intérieur de l'éducation nationale. D'autres s'y mettent, comme par exemple ici des chercheuses des chercheurs en sociologie du droit et de la famille et du travail, un colloque qui s'appelait il y a 3 ans « Le genre et la famille font-elles bon ménage ?» Alors j'ai demandé aux organisatrices si elles avaient reçu des tomates, des félicitations, etc. Elles m'ont dit « Personne n'a rien vu ». Personne n'a rien vu, tellement c'est intuitif et tellement c'est du bon français de dire, de mettre famille à côté de font-elles plutôt que font-ils. De la même façon, les accords de majorité, les accords de logique, les prétendus sileps, eh bien, quand il n'y a qu'un garçon dans une assemblée de filles, il n'y a aucune raison de s'adresser à cette assemblée au masculin. Et il n'y a pas plus de raison lorsqu'il y a une différence de majorité, importante, visible, drastique, les infirmières et leurs traducteurs ont été prises dans une embuscade et conduites dans un lieu inconnu. C'est tout à fait correct et c'est plus logique puisqu'il y a plus d'infirmières que de traducteurs. Oublier le masculin générique. Alors ça, je pense que c'est la grande bataille des années, des décennies qui viennent. Il faut oublier le masculin générique parce qu'il n'est pas générique. Et il y a de plus en plus d'études qui nous prouvent ceci. Par exemple, des études de psycholinguistes auprès d'enfants à qui on propose des listes de métiers en leur demandant si ils pensent, ces enfants, ou elles pensent que ce seraient des métiers possibles pour eux. Eh bien, quand on présente à ces enfants des listes avec un seul terme qui est connoté avec le stéréotype de genre, chercheur, cuisinière, facteur, infirmière, policier, etc.,
eh bien, la réaction des enfants est tout à fait différente de quand on leur quand on leur propose une liste où il y a les deux mots, à savoir que quand c'est la première liste, eh bien, les petits garçons ne vont pas dire qu'ils se sentiraient qu'il est possible pour eux d'être cuisinière ou infirmière ou puéricultrice. En revanche, quand ils voient écrit puériculteur ou soldat, eh bien, oui, soldat c'est évident, mais les petites filles quand elles voient policière ou soldate, eh bien elles se disent c'est possible que ça soit fait pour moi. Hein. Donc c'est évidemment très très important de renoncer au masculin dit générique. Et nous avons les solutions. Elles ne sont pas plus à inventer que dans les autres domaines. De Gaulle, par exemple, a remis en selle ce qu'on appelle aujourd'hui des doublets, c'est-à-dire que quand il s'adressait au peuple à partir des années 60, eh bien, il ne commençait pas ses discours par un mot masculin en pensant qu'il était générique, mais il mettait les deux mots, le doublet, française, français. Et les politiques ont suivi très vite. Aujourd'hui, tous les politiques utilisent les deux mots et la raison est très très simple, c'est que ces gens-là veulent être élus. Or, de nos jours, les femmes votent. Donc, si on veut être entendu par les femmes, peut-être faut-il un tout petit peu s'adresser à elles et peut-être un peu plus qu'un tout petit peu. Alors, il y a une chose nouvelle, la seule chose nouvelle au fond dans le débat aujourd'hui, un petit peu nouvelle, c'est la manière dont nous pouvons créer une abréviation à partir de ces doublets. À savoir que quand on écrit française et français, on voit que les deux mots ont beaucoup de lettres en commun. Alors, est-ce que à l'écrit, on ne pourrait pas faire une abréviation? Alors cette idée n'est pas une idée des féministes, cette idée est née à peu près à l'époque du général de Gaulle, sans doute dans l'esprit ingénieux d'un haut fonctionnaire du ministère de l'Intérieur, puisque nos cartes d'identité sont rédigées ainsi: né, vous voyez le mot masculin, entre parenthèses le. Et alors ils auraient pu écrire né et né et Non, ils ont fait une abréviation, ils ont créé une abréviation. Le seul problème de cette abréviation, c'est qu'elle n'est pas recevable, elle n'est pas acceptable, puisque on sait bien que dans un discours, ce qui est à l'intérieur d'une parenthèse n'a pas le même statut que ce qui est à l'extérieur et qu'on peut se passer de ce qui est à l'intérieur d'une parenthèse. Donc, le travail des linguistes et des féministes depuis une vingtaine ou une trentaine d'années, c'est de réfléchir à remplacer ces parenthèses par des signes plus satisfaisants. Alors on a essayé le trait d'union, on a essayé la barre oblique, on a essayé le majuscule, on a essayé le point bas, et finalement quelqu'un un jour a eu l'idée, peut-être de génie, d'utiliser un signe qui n'avait jamais été utilisé encore en français, qui est utilisé dans d'autres langues, qui date de la Grèce antique, mais qui en français n'avait jamais été utilisé, à savoir le point médian ou le point milieu. Et voilà, ça, c'est une abréviation qui est facile et qui est satisfaisante. Alors, il y a aujourd'hui un consensus à peu près complet parmi les gens qui sont d'accord avec l'idée de l'abréviation, autour du point médian. Il reste des pratiques qui ne sont pas encore bien affinées. Par exemple, quand le mot est au pluriel, est-ce qu'on a besoin de deux points médians? Eh bien non, on n'en a pas besoin. On peut écrire avec un seul point médian. Pourquoi est-ce qu'on est parti de l'idée des deux? Parce qu'on vient du système de la parenthèse. Donc, chaque fois qu'on a expérimenté des signes alternatifs, le trait d'union, la barre oblique, etc., on a eu tendance à mettre deux signes. Mais en fait, on n'en a pas besoin. Et puis, les dernières choses sur lesquelles il faudrait se mettre d'accord, et ça va arriver, bien entendu, c'est quels sont les mots auxquels on peut imposer des abréviations. Avec quels mots on peut faire ces abréviations? Eh bien, on est aujourd'hui très nombreuses à penser que c'est possible chaque fois que la différence entre le mot féminin et le mot masculin, c'est des lettres en plus. Alors ici, par exemple, non seulement le E et le S, mais le redoublement de la consonne,
Quand il y a ces mots comme ouvrier, ouvrière, où il y a une petite différence d'accent, c'est pas la peine de mettre l'accent parce que sur ouvrier on n'a pas d'accent et que l'esprit restitue sans y penser l'accent quand il voit écrit ouvrière. Et puis voilà, on a d'autres cas beaucoup plus rares où il faut rajouter des lettres en plus. Mais en tout cas, chaque fois qu'on voit le masculin et le féminin ensemble, entiers, on peut faire ces abréviations. En revanche, il est de plus en plus déconseillé de faire les abréviations lorsqu'il faut non pas ajouter des lettres, mais substituer une finale à l'autre, comme dans directeur et directrice, comme dans visiteur et visiteuse, comme dans vif et vive. Alors dans ces cas-là, il est aujourd'hui préconisé d'écrire en toutes lettres les deux mots plutôt que de les abréger. Quatrième chose qu'on peut faire, c'est d'oublier l'homme, et c'est très facile là aussi, puisque des tas de pays ont commencé, y compris francophones, ont commencé à rompre avec cette terminologie. Les Canadiens, ça date des années 70, les Canadiennes aussi, le Canada, disons, on parle des droits de la personne au Canada. À Haïti, on a changé droits de l'homme pour les droits humains. Des grandes associations comme la Ligue des droits de l'homme, ici, ce n'est pas une fake news, ce n'est pas la Ligue des droits de l'homme française, c'est la Belge. La Belge, il y a 2 ans, a décidé de ne plus s'appeler Ligue des droits de l'homme, mais Ligue des droits humains. Et nous-mêmes, en attendant que nos officiels se décident à ne plus traduire mal l'anglais ou les autres langues qui utilisent le mot humain, eh bien, nous pouvons parler de la Cour européenne des droits humains ou de parler des droits humains ou parler de l'humain de Néandertal et de l'évolution de l'humain. C'est notre responsabilité. Quand on additionne toutes ces ressources, on aboutit à des résultats tout à fait satisfaisants, contrairement à ce que certaines personnes disent que c'est illisible, etc. Alors, je vous donne rien que 2 exemples que je connais bien, c'est les miens. J'ai pu faire des calculs à partir des documents. D'abord, un article sur le mot homme, sur l'histoire du mot homme, qui est paru en 2020, et puis 3 chapitres sur la Renaissance dans un livre qui sont parus en 2020 aussi. Eh bien, dans l'article, je suis arrivée sur 19 pages à utiliser 10 points médians, et dans les 3 chapitres, sur 234 pages, j'arrive à 19 points médians. Et je vous assure que tout le reste est écrit en langage égalitaire, mais en puisant dans les autres ressources du français. Et je termine avec cette conclusion sur le fait qu'il n'y a aucun péril en vue. Alors, à côté de tout ce que je vous ai expliqué, on observe l'émergence de quelques néologismes. Par exemple, yel. Les jeunes parlent tiel mal. Yel qui est un mélange de il et de elle. On voit aussi, par exemple, un mélange de celles et de ceux. Nous sommes la voix de celles qui n'en ont plus, et tout ça est vu en manif. Une autre manif, la PMA pour tous. Tous, c'est un néologisme extrêmement pratique. Et puis un autre encore qu'on voit ici dans le magazine de la bibliothèque Pompidou à Paris, chère lectrice. Alors lectrice, c'est encore un mot valise avec lecteur et la finale de is. Alors ces mots, ces néologismes n'ont pas du tout à faire peur. Ils sont utilisés par les gens qui ont envie de les utiliser. Point barre. Si on peut dire, et par ailleurs, ils ne vont entraîner aucun méfait pour la langue française, et notamment, ils n'entraînent pas la langue française dans le sens d'une dégenrisation de la langue. Et vous le voyez dans le dernier exemple. Lectrice, peut-être, si on dit tout seul, ça va, quoi, mais dès qu'on l'utilise dans une phrase, on est obligé de décider si on va utiliser des mots féminins ou des mots masculins. Donc, je reviens là au début de ce que je disais, le français est tellement genré qu'on ne peut pas se passer du genre. On peut créer des néologismes, c'est pas gênant, mais ça ne va pas faire mourir le français et il va continuer à fonctionner comme il sait faire. Deuxièmement, il y a, à côté de ces quelques néologismes, des gens qui mènent des recherches expérimentales en allant dans le sens d'une recherche de la dégenrisation du français. Par exemple, ici, il y a un groupe belge qui s'appelle le Club Med qui propose ceci, cher lecteur.
Alors, vous voyez ici 3 mots, les 2 premiers que nous connaissons, un nouveau qui serait censé être ni l'un ni l'autre, et puis le mot lecteur qui serait censé remplacer lecteur et lectrice. Bon, voilà, donc il y a des gens qui cherchent des trucs comme ça. Pour l'instant, ça fonctionne, ça circule dans les écoles d'art. Je pense, ce n'est pas prendre beaucoup de risques que de vous dire que, en dehors de tout petit groupe, cette idée de dégenrer le français ne va pas aboutir. Ici, une grammairienne ou une linguiste qui travaille de manière scientifique qui fait des recherches expérimentales, et c'est tout à fait légitime une fois de plus, pour essayer de voir tous les mots qui pourraient être transformés. Et vous comprenez bien en voyant cela que aller dans ce sens signifierait remplacer des milliers de mots français. Donc, il ne faut surtout pas s'agacer. Il faut laisser faire ces recherches, et il y aura peut-être dans ces recherches des mots qui vont surgir qui nous sembleront très utiles. Vous avez peut-être entendu parler également, il y a quelques semaines ou quelques mois de cela, un graphiste suisse, je crois, a mis au point des lettres dites inclusives. Alors, je comprends tout à fait, et il faut comprendre que les graphistes, les gens qui travaillent sur le langage, les créateurs, les créatrices, etc., soient passionnés par tout ce remue-ménage qui se fait autour de la langue, et que, en remuant leur ménage, ils trouvent des inventions comme cela. Je signale que c'est absolument inutile. Le français inclusif, si on peut dire, la langue égalitaire n'a pas créé de mots. Elle n'a pas créé de mots, et elle n'a surtout pas créé de sons nouveaux. Donc, s'il n'y a pas de sons nouveaux, il n'y a aucune raison qu'il y ait des lettres nouvelles. Ça va rester l'apanage de certaines personnes qui réfléchissent, qui s'amusent, etc. Et j'appelle à une grande tolérance et à regarder ces choses-là avec un œil soit amusé, soit intéressé, mais le français n'est pas en péril. Et la dernière chose, il y a des gens, dernier domaine, on peut dire, il y a des performeuses aujourd'hui qui s'amusent avec la langue et qui nous amusent, notamment Tiffany, par exemple, qui a décidé de parler, elle a inventé ce qu'elle appelle la féminine universelle, donc elle met tous les mots masculins au féminin, elle a écrit des contes à rebours qui sont tout à fait féministes pour faire une relecture des contes de fées qui commencent évidemment par « Elle était une fois », et elle s'amuse énormément, et elle nous amuse, elle a un talent absolument fou. Je vous conseille notamment son spectacle sur la pérille mortelle, où elle se moque énormément des académiciens. Et pour en savoir plus, j'en termine. Je vous conseille évidemment, pour aller voir plus loin, le dernier petit livre dont je parlais tout à l'heure, Le langage inclusif, pourquoi, comment. Je signale qu'une nouvelle version du guide pour une communication publique sans stéréotype de sexe du Haut Conseil à l'égalité femmes-hommes va paraître dans les semaines qui viennent. On attend là la publication d'un décret qui est utile pour cela. Donc qui reprendra l'ensemble des préconisations dont je vous ai parlé. Bien entendu, les 2 petits livres que j'ai mentionnés au début de mon intervention. Et vous pouvez aussi regarder mon site où je mets en libre accès la plupart de mes articles, où voilà, si vous voulez approfondir ce débat, c'est pas difficile, et bien d'autres gens y travaillent. Donc voilà, pour ma part, j'en ai fini avec ce que je voulais vous dire, et je vais me dépêcher, je crois, si ce n'est pas déjà le cas, de rendre l'écran, ou je crois que c'est fait. Vous l'avez récupéré, l'écran. Voilà. Est-ce que ça fonctionne? Voilà. Merci, Hélène. C'était extraordinairement intéressant, et on pouvait vous écouter encore 2 heures de plus. Je rappelais peut-être, comme Nietzsche le dirait, en conclusion, avant de passer aux questions avec Gabriel, qui va prendre les questions des gens qui sont connectés, on n'est jamais humain, trop humain. Absolument. Merci. On va passer aux questions. C'est Gabriel qui...
Alors, la parole. simplement vous dire que vous avez deux moyens de poser des questions. En fait, soit vous pouvez les poser via le chat, soit vous avez une petite main en haut que vous pouvez agiter et pour nous dire que vous voulez la parole. Je vous laisse la parole. Micro, micro. Gabriel, vous n'avez pas le micro là. François, vous avez la parole. Merci. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Bon, je vous remercie beaucoup pour cet exposé. C'est passionnant. Moi, ça me passionne. Et je voulais vous poser une question là, que j'étais en train d'écrire sur le chat. Qu'est-ce que vous pensez de la féminisation de certains mots, rajoutant un E à la fin, dire auteur au lieu de autrice, ou dire chercheur au lieu de chercheuse? Moi, personnellement, je trouve ça ridicule, étant donné que ces mots-là existaient auparavant et que je vois pas pourquoi on les féminiserait autrement qu'en utilisant, plutôt que de dire docteur, dire doctoresse, ça paraît mieux, non? Oui, oui, absolument. On est victime, si je puis dire, encore une fois, de l'académie qui n'a pas fait son travail. Si vous voulez, lorsque toutes les femmes sont arrivées dans des professions qui avaient été longtemps monopolisées par les hommes et qu'elles ont commencé à trouver que c'était bizarre qu'on leur donne des noms masculins, qu'elles ont demandé des noms féminins, eh bien, le premier État qui a véritablement entendu cette demande, c'est l'État canadien, qui a proposé des néologismes, effectivement ces néologismes dont vous parlez, docteur, professeur, etc., qui ne sont pas les bons, qui n'étaient simplement pas les bons. Ce sont des faux féminins ou des masculins travestis. Moi, j'appelle ça des masculins travestis. Ça ne s'entend pas. On l'entend bien d'ailleurs quand on parle en France aujourd'hui de la défenseur des droits. Il est évident que on dit la défenseur des droits, on entend un masculin, hein, parce que le vrai mot, c'est défenseuse, c'est autrice, c'est chercheuse, c'est doctoresse, effectivement. Donc, on a perdu là peut-être 30 ans, je dirais, hein, à faire du mauvais bricolage avec des mauvaises solutions. Et maintenant qu'on a compris que ces mots-là existaient, qu'ils avaient été utilisés très longtemps, qu'il n'y avait aucune raison de ne pas les utiliser, et maintenant que l'Académie a dit OK, vous pouvez les utiliser, je pense que ça va aller plus vite, hein, mais bien sûr que ce ne sont pas les bons mots, ce n'étaient pas les bons mots. Mais par contre, pour certains mots, c'est un petit peu ambigu. Par exemple, médecin, médecine, ça ne veut pas dire forcément d'un médecin de sexe femelle. Eh ben, c'est juste une habitude parce que on ne peut pas confondre la médecine, l'activité, la discipline et la médecine, la dame, quand on utilise, quand on fait une phrase. Si je dis ma médecine m'a encore donné des antibiotiques, tout le monde comprend bien qu'on parle de la femme. Et si je dis la médecine n'est pas enseignée à telle population, on comprend bien que je parle de la discipline. Donc le mot médecine a été utilisé pendant très longtemps. C'était pour désigner évidemment pas des femmes qui étaient diplômées en médecine puisqu'elles ne pouvaient pas être diplômées, mais c'était pour désigner au XVe siècle, au XIVe siècle, au XVIe siècle, encore au XVIIe siècle, pour désigner des femmes qui soignaient, tout simplement, hein. Donc les hommes qui soignaient étaient des médecins, les femmes qui soignaient étaient des médecines. Plus anciennement dans la langue, on parlait des mires, les hommes, et des miresses, les femmes, hein, qui soignaient. Et bien entendu, comme la médecine s'est imposée comme devant les gens qui soignaient, petit à petit, on a exigé d'eux des diplômes universitaires. On n'a pas pu les donner aux femmes. Donc ce mot s'est perdu. Et puis il a été condamné très très vigoureusement, hein. Mais de fait, il n'y a aucune difficulté à le réintroduire et personne ne fera jamais la confusion à cause du contexte des phrases. Je peux encore poser une question ou je voudrais pas abuser. Question, pourquoi est-ce que parmi les langues latines, il y a des mots qui sont équivalents en sens, mais qui n'ont pas le même genre? Par exemple, ou bacalhau en portugais, c'est la morue en français.
El coche en espagnol, c'est la voiture en français. Oui. Comment ça s'est fait alors que toutes ces langues dérivent du latin? Oui, Et- alors on est là dans ce que je disais au début de mon propos, quand on parle de choses ou de réalité immatérielle, le genre est arbitraire. C'est-à-dire que bah, ça n'a pas de sens. Voilà, en français on dit ça, en allemand, en espagnol on dit un autre sens. Alors quand on réfléchit un peu plus, quand on fait de l'histoire de la langue, on sait enfin on voit à peu près pourquoi on arrive à reconstituer, pourquoi tel mot qui était par exemple féminin en latin est devenu féminin en français et masculin en espagnol. Bon, parce qu'il y a une vie des mots. Il leur arrive des trucs, les mots. Parfois, ils ont par exemple, ils sont concurrencés par un autre mot qui prend la place. Voilà. Donc c'est des accidents, on va dire. Il arrive des accidents aux mots, de même que certains mots disparaissent. Voilà, on ne sait pas très bien pourquoi. Donc ça, c'est la vie des mots, on va dire. Mais c'est tout à fait compréhensible que ces mots comme voiture, par exemple, ou comme trottoir, ou comme etc., n'aient pas de sexe. Enfin, ils n'ont pas de sexe. Donc finalement, ils se retrouvent dans ces langues qui ne connaissent plus le neutre. Ils se retrouvent en masculin ou au féminin. Ben, c'est comme ça. Alors c'est compliqué pour les gens qui apprennent la langue étrangère parce que autant c'est évident pour un homme et une femme, quand on parle des hommes et des femmes, eh ben, on va utiliser le masculin et le féminin, et autant quand on parle des choses, on risque de se tromper toute sa vie. C'est comme ça que nos amis anglais, par exemple, ne savent jamais si c'est le porte ou la porte, parce que ça n'a pas de sens. Et si nous-mêmes, si nous parlons une autre langue romane, nous avons tendance à utiliser le genre du mot tel qu'il est dans notre langue, et on va peut-être se tromper, parce que justement, il lui est arrivé une histoire curieuse à ce mot et qu'il a changé de genre. Voilà, mais finalement c'est pas très important, puisque comment dirais-je, les soucis que nous avons aujourd'hui enfin depuis des siècles, hein, avec la langue, ce n'est pas pour les choses, c'est le refus d'utiliser les bons mots pour les femmes. Hein. Finalement, le sexe, si je puis dire, du soulier ou de la chaussure, on s'en moque complètement, ou de la voiture et du cocher, etc. On s'en moque complètement. Mais voilà, c'est la vie des mots qui n'ont pas qui ont un genre, mais un genre non motivé, que de se retrouver parfois féminin, parfois masculin. Ok, merci. Alors, il y a Stéphanie qui dit qu'un trouble persiste pour elle pour le mot philosophe. Philosophe ou philosophesse? Alors on fait comme on veut. On fait comme on veut. Je connais des femmes philosophes, donc parce que vous voyez le fait que la terminaison de philosophesse ait été supprimée. Alors, ça crée un mot épicène, mais ça nous oblige de temps en temps à préciser femme philosophe. Et on va évidemment jamais dire un homme philosophe, parce qu'on trouve ça tout à fait normal que ça soit un homme qui soit philosophe. Donc ça rend pas forcément service que les mots soient devenus épicènes ou soient épicènes. Mais je dirais on fait ce qu'on veut. Moi je ne préconise pas spécialement de redire philosophesse. Cela dit, c'est un peu une logique propre à la langue française. Alors, les philosophes, ça va certainement pas arriver, mais par exemple, le mot mairesse est un mot qui se réintroduit très vite. Au Canada, il s'est réintroduit très vite dans la langue française, dans les provinces françaises. En France, il y a des endroits où on dit mairesse, parce que c'est pratique de dire la mairesse plutôt. La mère, ça fonctionne quand même. La philosophe, ça fonctionne quand même. Mais parfois, on est obligé de dire femme mère, alors que mairesse, on n'a pas besoin de le dire, voyez. Ou femme médecin, alors que médecine, on n'aurait pas besoin de le dire. Donc voilà, c'est un peu comment dirais-je, moi, je ne je ne préconise pas spécialement le retour de ces mots-là, mais on observe, les linguistes observent qu'ils reviennent tout seul, si je puis dire. C'est-à-dire que dans la langue du peuple, la langue des gens qui ont besoin de nommer ces femmes qu'ils voient à des positions qui autrefois n'étaient pas occupées par des femmes, eh bien, on a besoin, dans nos langues, on a besoin d'appeler ces femmes avec des noms féminins. Donc, naturellement, ça revient. Je vais donner la parole à Patricia.
Bonjour Euh, Patricia. bon, alors attends. Si on peut vous voir, c'est mieux. Non, Vous pouvez pas vous voir. Bon, problème de caméra. allez-y. Savoir comment. Ah, je trouve pas j'arrive pas à trouver. C'est dans le bas de l'écran, si vous mettez la souris dessus, ça va s'allumer et vous avez un petit Vous icône. m'entendez? Oui, oui, on vous entend. Oui, bon. Excusez-moi parce qu'en fait, j'ai une petite caméra que j'ai pas positionnée sur mon ordinateur. J'ai un petit problème avec mon ordinateur. Alors, merci beaucoup. C'était vraiment passionnant. Moi, je travaille pour une institution et j'essaye d'introduire petit à petit effectivement ce type de mots, professeuse, etc. Mais je sens qu'il y a beaucoup de résistance, même au niveau de la rédaction de certains mails ou certains messages, certains écrits de compte rendu. Et comment avoir un petit peu plus de poids pour pouvoir relayer ces mots qui existent dans la langue française sans que tout de suite ça tourne vraiment à des explications très complexes, très avec beaucoup d'affect. C'est pas simple en fait. Voilà, alors que ça devrait être pas compliqué du tout. On est au XXIe siècle, mais il y a de très grandes résistances encore. Alors oui, bien sûr, il y a beaucoup de résistance et il y a même des gens en ce moment qui voudraient faire passer des lois contre des signes typographiques. Oui, oui, bien sûr, parce que comment dire, c'est très symbolique la langue. D'abord, c'est très affectif. On a appris la langue à très petit, 7 ans, 8 ans, 9 ans. On nous a mis des choses dans la tête. C'est l'école qui nous a mis des choses dans la tête, donc on a l'impression que c'était forcément juste. Et donc, il faut faire toute une récupération. Il faut s'informer pour comprendre que les usages qu'on nous a appris n'étaient pas tous justes. Il y avait plein de choses justes dans ce que nous a appris l'école, mais il y avait des choses qui n'étaient pas justes. Donc il faut déjà faire ce chemin, ce recul et admettre ces choses. Il faut avoir les informations. Il faut savoir que professeuse, comme on l'a marqué dans l'annonce de la conférence de ce soir, que Voltaire ne connaissait pas d'autres mots que professeuse. Vous voyez, il connaissait professeur, il connaissait professeuse, il ne connaissait pas professeur, qui est une invention des 30 dernières années. Donc, il faut avoir des informations. Et puis, il faut savoir que c'est un débat politique. Parce que justement il y a des enjeux de pouvoir, parce que redonner aux femmes les noms qui leur conviennent, c'est admettre qu'elles sont légitimes comme magistrates, comme rapporteuses de loi, comme professeuses, comme maîtresses des requêtes, je le disais. Donc il y a encore beaucoup de gens qui trouvent que bon, finalement ces professions sont pas vraiment faites pour des femmes. Hein. Bon, donc ces gens-là, si vous voulez, ils n'osent pas dire que c'est pas normal que des femmes fassent ces professions. Ils n'osent plus le dire, de même que quasiment plus personne n'ose dire sérieusement qu'il est normal que les femmes gagnent moins que les hommes à position égale. Mais en revanche, sur la langue, comme c'est un débat qui est encore un peu jeune, il y a des gens qui s'imaginent pouvoir soutenir que, eh bien, le masculin c'est quand même mieux que le féminin. Voilà, ça a plus de pouvoir et puis que les mots masculins sont quand même plus importants, plus neutres. Enfin, je ne sais pas si je sais, parce que je vous en ai parlé. Toutes les fake news finalement, les infox qui circulent sur les questions de pouvoir dans la langue. Donc notre travail consiste à ne pas s'énerver, à insister. Parce que finalement ça va, c'est parce que il y a de plus en plus de gens qui utilisent dans les mails, dans les courriers, à l'oral, qui disent bonjour à toutes et à tous, etc. C'est parce qu'il y a de plus en plus de gens qui passent à l'action que finalement ça rentre dans les us et coutumes, et il n'y a que comme ça d'ailleurs que ça va se faire. Hein. Il n'y a c'est l'habitude. Quand nous n'avons pas l'habitude d'un emploi,
fois, quand nous n'avons pas l'habitude d'un mot, il nous semble bizarre. Et alors, il y a des mots qui semblent bizarres, mais qu'on adopte tout de suite, hein, zapper, booster, etc. Mais quand ça touche des questions de pouvoir au fond d'égalité femmes-hommes, eh bien, ça coince encore. Hein. Moi, j'ai une collègue politique qui est spécialiste de sciences politiques qui dit que les bagarres sur la langue sont le témoignage du très faible consensus en France autour de la question de l'égalité. Hein. Finalement, beaucoup de gens trouvent que les femmes, ça suffit, quoi. Déjà maintenant, elles peuvent travailler, elles peuvent aller à l'école, ça suffit. Elles ne voient pas qu'elles en demandent trop. Hein. Donc c'est très politique, ça touche toutes les questions d'égalité. Et bien entendu, il y a plein de gens qui sont pas opposés à l'égalité, mais simplement qui n'ont pas l'habitude, et donc il faut les habituer. Et on ne peut pas faire autrement pour les habituer à ces termes que les utiliser. Utilisons-les tous les jours, utilisons-les chaque fois qu'on a besoin de les utiliser, et ne nous excusons pas de les utiliser. Mais par contre, si des gens demandent pourquoi tu utilises ce mot, eh bien parce qu'il est là depuis toujours, ou depuis 5 ou 6 siècles. C'est peut-être pas beaucoup, c'est peut-être pas toujours 5 ou 6 siècles, mais c'est quand même très, très ancien. Hein. Et aujourd'hui, on a des banques de données qui expliquent que, voilà, si on veut chercher le mot professeuse, eh bien, regardez professeuse sur Wikipédia, vous allez avoir tous les exemples que vous voulez qui vous expliquent que ce mot est très ancien. Donc, il faut renvoyer les gens qui trouvent que c'est bizarre, faut leur dire, mais renseigne-toi, fais comme moi. Moi, un jour, je me suis renseignée, c'est fait, et tu ne vas rien perdre, ni de ta virilité, ni de ta féminité, si tu te renseignes et qu'ensuite tu parles un bon français. C'est ça. Ben, je vous remercie. Notamment sur l'accord de la majorité, il y a quelques frictions. Mais effectivement, j'insiste, je persiste et je vous remercie de m'encourager dans ce sens. Merci beaucoup. Courage. Et alors, Eliane, il y a votre fond d'écran. En fait, je pense que vous pouvez arrêter votre partage d'écran. Alors, le problème, c'est où est-ce que je trouve le partage d'écran? Ah, il est là. Arrêtez le partage d'écran. Je croyais que vous l'aviez repris. C'est formidable. Voilà. Je vais donner la parole à Guillaume qui a une question. Ah. Allô, bonjour. Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, absolument. Bonjour Eliane. Tout d'abord, merci beaucoup pour votre intervention, très très instructive. J'aurais deux questions. L'une sur la langue, sur ce que vous venez de dire, et de l'autre sur la défense de l'écriture inclusive. Ma première, ce serait, voilà, vous avez dit notamment que lorsqu'il y avait des résistances au niveau de la féminisation, c'était lié à des fonctions qui étaient des fonctions de pouvoir, des fonctions où il y a des enjeux de pouvoir. C'est pour ça qu'on accepterait, je reprends votre exemple, maîtresse d'école, mais pas maîtresse de requête, par exemple. Mais dans ce cas-là, ce que j'ai du mal à comprendre, ce que j'aimerais bien que vous m'expliquiez, c'est pourquoi est-ce que des féminisations ou des mots comme magistrate ou avocate passent très bien dans la population courante, il n'y a pas de résistance, et pourquoi d'autres comme soldate ou sapeuse pompière, par exemple, sont encore très mal vues, en fait. Alors, je réponds d'abord peut-être à cette question-là. Vous dites avocate, magistrate passe très bien. Oui, dans la population lambda, on va dire. Mais dans les milieux concernés, il y a encore une bonne partie des femmes qui refusent d'être appelées des avocates. Même si leurs clients et leurs clientes les appellent mon avocate, elles-mêmes refusent cela. Donc voilà, elles portent les stigmates de ce milieu qui n'a pas voulu d'avocate pendant très longtemps. L'autre chose, c'est que alors attendez, l'autre chose, c'est quelle était redites voir. Voilà, je vous demandais pourquoi est-ce que magistrate et avocate passaient très bien, et pourquoi pas sapeuse, pompière ou soldat. Ah oui.
Oui, oui. Alors là, on est dans des métiers qui sont encore plus masculinisés, qui sont ressentis comme virils, alors que finalement, l'avocat, bon, historiquement, la profession d'avocat a été monopolisée par les hommes, mais il y a pas, on voit bien qu'il n'y a pas besoin d'être un homme pour être avocat. Et de nos jours, il y a largement autant d'avocates que d'avocats. Alors que dans les métiers comme la gendarmerie, comme chez les pompiers, etc. On est dans des professions connotées comme viriles et qui sont, même si voilà, il y a de nos jours des femmes, mais elles sont connotées comme viriles, elles ont été protégées beaucoup plus longtemps encore que, par exemple, le droit. Les avocates, les premières avocates, c'est 1900, les premières pompières, c'est il y a 30 ans, hein, pas plus. Hein. Donc, enfin, je connais pas la date exacte, mais vous voyez, c'est encore plus récent. Et effectivement, il y a eu il y a des réticences, il y a des réticences au sein du milieu. Il y a eu beaucoup de réticences chez les académiciens et chez certains intellectuels qui ont fait des articles entiers contre sapeuses-pompières, alors qu'il n'y a pas plus naturel que sapeur-sapeuse et pompier-pompière. Donc voilà, il y a cette bagarre qui a été menée à la fois contre la féminisation de la profession et contre le terme. Alors de nos jours, beaucoup de gens qui veulent engager des personnes pour travailler dans ce métier se posent des questions et justement affichent des mots féminins pour qu'il y ait davantage de femmes qui fassent candidature. Car on sait, ça aussi, ça a été étudié, que lorsque les féminins sont affichés dans les offres d'emploi, par exemple, eh bien, les femmes se disent, tiens, j'ai une chance, donc je vais poser ma candidature. Alors que quand on voit les offres d'emploi au masculin, elles se disent, bon, c'est même pas la peine que j'y aille. Donc, il y a beaucoup moins de femmes qui y vont. Donc, voilà, la différence entre les avocates, les magistrates et les sapeuses-pompières ou les, je sais pas, moi, les commandants de gendarmerie, etc. C'est ça, c'est à la fois la plus longue lutte, c'est-à-dire c'est à la fois la représentation de la virilité qu'on a associée à ces métiers, c'est la lutte concrète qu'on a menée contre l'entrée des femmes dans ces métiers, et c'est les bagarres intellectuelles qu'ont menées certaines personnes contre les mots mêmes. D'accord. Merci beaucoup. Ça m'éclaire beaucoup. J'aurais une seconde question, justement pour rebondir avec ce que vous venez de dire. Vous avez parlé de cette étude qui dirait que un enfant placé devant, si on lui présente les enfants, filles ou garçons, si on leur présente des textes avec des noms de professions qui correspondent à leur genre, ne verrait pas de barrière à accéder à telle ou telle profession. Alors, en fait, j'aimerais savoir de quelles études il s'agit, parce que de ce point de vue-là, j'ai entendu une chose et son contraire, en fait. Et ça m'intéresserait beaucoup de connaître les sources. Alors en fait, il n'y a pas du tout une chose et son contraire. Enfin, vous avez peut-être entendu des gens qui ne sont pas spécialistes, mais les spécialistes sont tous d'accord là-dessus. Il y a des études qui ont été faites. Je vous renvoie au site de Pascal Gygax. Gygax, ça s'écrit. Oui, monsieur Gygax. Ah. Je sais pas si vous vois qui c'est. Voilà. Donc, oui, il fait les articles pour l'écriture inclusive. Bien sûr. Voilà, donc il a fait ça, mais il travaille depuis des années aussi sur la représentation du masculin générique. Hein. Est-ce que le masculin est générique, est-ce qu'il ne l'est pas, etc. Donc il dit, lui, moi je ne suis pas psycholinguiste, je n'ai pas fait ses travaux, mais je l'ai lu et j'ai lu ses collègues. Et ils disent que même les psycholinguistes qui étaient partis avec l'idée de prouver le contraire n'ont pas prouvé le contraire. C'est-à-dire que quand on voit un texte au masculin, on se représente des masculins. Et donc, on n'arrive pas à s'investir à se dire que c'est possible pour soi quand on fait les exercices avec les enfants. Donc, je vous renvoie aux travaux de Pascal Gygax, qui a une liste de non seulement lui-même a fait beaucoup de choses, mais sur son site, il y a des listes entières d'études sur cette question. Et d'ailleurs, lui et deux autres collègues vont publier, je pense, dans les semaines qui viennent, là, un livre en français, parce que beaucoup de ces études sont en anglais, mais un livre en français pour expliquer à nouveau que le masculin n'est pas générique. D'accord. Sans vouloir m'étendre trop, l'hypothèse que j'avais en tête, c'était
la réfutation de l'hypothèse de Sapir-Whorf. Alors, je suis pas spécialiste, malheureusement. Mais c'est ça qui me faisait penser à la chose, c'est-à-dire le fait que le langage ne reflète pas, les catégories du langage n'influencent pas la pensée. Mais je suis totalement, je suis pas spécialiste et j'irai volontiers me référer au texte. Alors, je dirais que les 9/10 des linguistes depuis Benveniste disent le contraire. Le langage formate notre pensée. Nous pensons le monde à travers notre langage. Si une catégorie n'existe pas, nous n'arrivons pas à la penser. Par exemple, on sait que les Esquimaux ont 10 ou 12 mots pour désigner la neige. Nous n'en avons qu'une et donc nous sommes incapables de faire, nous devons, quand nous voulons dire que la neige était fondante, qu'elle était poudreuse, qu'elle était, etc., on en a 2 ou 3, quoi. Mais on n'arrive pas du tout à la précision qui existe dans cette langue-là, parce que c'est une question de vie ou de mort pour ces gens-là de savoir décrire exactement. Donc pour nous, c'est pas le cas, donc on a 2-3 mots. Mais et évidemment, ça signifie des choses dans leur représentation du monde que la personne qui sait décrire ça ou qui ne sait pas le décrire. Donc vraiment là, je crois qu'on a une grande unanimité une pratique unanimité chez les linguistes pour dire que nous pensons le monde à travers notre langage. Merci Eliane Vino. C'est un peu aussi le problème qu'on a dans les rôles modèles. Si le mot n'existe pas, et de même que des femmes sont pas cosmonautes ou sont pas navigatrices, on peut pas se dire que c'est une opportunité pour les filles, une opportunité de destinée. Alors, oui, Jeanne qui nous pose une question par le chat. Les recherches de solutions inclusives ont-elles des chances d'aboutir un jour, ou plutôt risquent d'aboutir un jour? C'est parfois assez difficile pour l'écrire et pour le lire. Alors, tout dépend encore une fois de ce qu'on appelle l'inclusif. Si on réduit la question de l'écriture inclusive à l'usage du point médian, d'abord, ça va aboutir parce que on en a besoin. Faire des abréviations, vous savez, c'est aussi vieux que l'écriture. Peut-être c'est le lendemain du jour où on a inventé l'écriture, il y a quelqu'un qui a dû inventer les abréviations. Quand on écrit un article, quand on est journaliste, quand on écrit et qu'on vous dit ton article là, il faut qu'il rentre dans 3000 signes. Eh bien, évidemment que si on écrit boulanger, boulangère, étudiante, étudiant, etc., on augmente la grandeur de l'article. Donc, c'est une sorte de chose spontanée de se dire, mais enfin, entre boulanger et boulangère, il y a 9 lettres qui sont semblables. Enfin, je sais pas, je les ai pas comptées, je dis n'importe quoi. Mais donc, c'est possible de faire une abréviation. Donc, encore une fois, l'idée des abréviations dans ces doublets sont nécessaires parce que si on ne dit pas le nom féminin, on ne pense qu'au masculin. Donc, il faut faire le doublet, il faut utiliser ces mots-là, mais il y a moyen de les dire plus courts. Donc, on va faire des abréviations. Donc, notre problème aujourd'hui, il est de savoir quels sont les bons mots, quelles sont les bonnes méthodes pour faire ces abréviations. Les mauvaises, il faut falloir les oublier. C'est normal parce que quand on bricole, vous voyez, on invente des trucs, on trouve, et puis 2 ans après, on se dit non, mais ça, c'était pas la bonne solution, et on en trouve une autre qui est meilleure. Donc, bien sûr que ça va s'installer, mais encore une fois, comme je le disais à la fin de mon propos, le langage égalitaire ne repose pas seulement sur les doublets, abrégés ou non. Le langage égalitaire repose sur bien d'autres ressources, et quand on maîtrise toutes ces ressources, encore une fois, on peut écrire des livres entiers. Moi, c'est mon cas depuis 4 ou 5 ans, et je ne suis pas la seule à écrire des livres entiers en langage égalitaire dans lesquels il y a extrêmement peu d'abréviations, voire il pourrait n'y avoir aucune abréviation, puisque ce n'est jamais nécessaire une abréviation. On peut toujours écrire monsieur en toutes lettres. On n'a pas besoin d'écrire M. Dupont. On peut toujours écrire docteur en toutes lettres. On n'a pas besoin d'écrire DR. Donc, c'est une facilité. L'abréviation est une facilité. C'est une facilité qui est très commode pour les gens qui écrivent dans un contexte contraint,
Par exemple, les journalistes qui ne peuvent pas, ou si on fait je sais pas moi, une affiche, ben l'affiche, il va falloir que ça tienne sur l'affiche, ce qu'on a envie de dire, et pas prendre 10 lignes de plus. Donc c'est une facilité, mais on a d'autres ressources qui permettent de parler, de nous exprimer sans sexisme, et il faut utiliser toutes ces ressources. Le problème, c'est qu'elles sont encore peu connues. Merci en tout cas de nous avoir fait profiter de tout ce travail que vous effectuez depuis des années, et merci aussi pour votre militantisme qui nous a fait toutes bien avancer. Merci beaucoup. Merci. Alors, on aurait bien continué pendant encore des heures, mais toutes les bonnes choses ont une fin. Je voulais simplement vous dire à tous que Et à vous toutes. pourrez retrouver Eliane Viennot ici au Chiasma. Je ne sais pas encore quand, parce qu'on est en train d'essayer de reporter le spectacle qui devait avoir lieu aujourd'hui, Madame Hashtag 3, et il se trouve que Eliane Viennot est présente dans ce spectacle. Donc normalement, vous pourrez la retrouver dans les mois qui viennent. Nous vous tiendrons au courant de la date. Voilà, je vous remercie vivement tous. Nous vous remercions et Eliane particulièrement. Et moi, je vous dis bonsoir à tous et à toutes. Ah, pardon. Elle a plus de micro. Je plaisantais en disant que je salue tout le monde, tous et toutes. Nous vous entendons pas, Eliane, je ne sais pas pourquoi. Ah si, tu m'entends? Je ne sais pas. Ah oui, pardon. Est-ce que vous m'entendez là? Oui, pardon. C'était nous qui avions un petit problème technique. Bon, alors je répète, mais peut-être que tout le monde m'a entendu. Je disais merci peut-être d'être là, non seulement pour me voir, mais surtout pour voir l'actrice et la pièce qui sera jouée au Chiasma. Sur les scoreuses, sur les femmes qui font du sport, et notamment à Montpellier, on sait qu'il y a de belles équipes de femmes. Donc à bientôt et bonsoir à tous et à toutes. Alors normalement, ce sera au mois de juin ou juillet. Bonsoir à tous, merci beaucoup. Et à toutes. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout.